On va maintenant passer la parole à Florian Scotté, qui est oncologue, qui est chef du département interdisciplinaire d'orientation des parcours patients à l'Institut Gustave Roussy et qui va nous parler des douleurs neuropathiques en cancérologie. À toi, Florian. Je te remercie beaucoup, Isabelle. Oui, c'est un petit peu compliqué, le DIOP. En fait, ça se retient bien quand on dit DIOP. Ce n'est pas sénégalais, c'est DIOP. C'est le département interdisciplinaire d'organisation des parcours patients. Je suis complètement flippé là parce que je suis devant un parterre de scientifiques avec un premier propos qui était extrêmement scientifique. Alors moi, mon propos ne va pas du tout être scientifique. Je ne suis pas médecin de la douleur. Je suis un vulgaire oncologue qui s'intéresse un petit peu aux soins de support. Et dans cette idée, effectivement, je me retrouve côtoyer au quotidien avec des patients qui présentent des allodynies, qui présentent des douleurs neuropathiques, qui sont, pour tout vous dire, la symptomatologie, la complication du cancer et de ses traitements qui sont certainement la plus compliquée, la plus difficile à prendre en charge. J'en ai pour preuve une étude qu'on avait faite à l'époque sur Pompidou avec le programme Proche où on a une infirmière qui appelle les patients 2 jours avant que les patients viennent recevoir leur chimiothérapie et elle fait un inventaire des différents symptômes, des différentes toxicités et traitements qui sont reconnus. Sur tous ces symptômes, on a une organisation qui fait que le patient remplit ce questionnaire, l'infirmière l'appelle, elle récupère le bilan biologique, on l'adresse à un groupe avec médecins, infirmières et pharmaciens, on lance ou pas le hockey chimio, et avec notre organisation des soins de support qui interviennent, du même coup, on va pouvoir améliorer la symptomatologie, les toxicités, la tolérance au traitement de tous nos patients. C'est super, on l'a démontré, sur plus de 3000 patients, on arrive à améliorer significativement, avec 2 zéros derrière, tous les symptômes. La fatigue, la constipation, les douleurs d'une façon générale, les nausées, sauf un symptôme, les neuropathies. Et là, on est en phase aiguë dans la prise en charge de nos patients atteints de cancer en cours de traitement. On parle, et tout à l'heure, il y a un bouquin un livre qui passait sur l'après-cancer. Aujourd'hui, ça va être la thématique, de demain. Aujourd'hui, c'est la thématique de demain. C'est l'après-cancer. Parce que les neuropathies sont là aussi avec la fatigue et avec d'autres environnements compliqués pour le patient, l'une des symptomatologies, l'une des toxicités les plus compliquées à prendre en charge et qui vont amputer la qualité de vie des patients, souvent leur empêcher de retrouver une autonomie correcte dans leur vécu. Alors, je vous avais préparé un diaporama qui en fait présente strictement aucun intérêt puisque l'idée c'était de vous montrer, pour faire de la pub, les référentiels de l'AFSOS, l'Association francophone pour les soins oncologiques de support. Est-ce que vous connaissez? Qui est adhérent à l'AFSOS? Ok. Qui connaît l'AFSOS? Pourquoi ceux qui connaissent ne sont pas adhérents à l'AFSOS? C'est bien de connaître, mais il faut être adhérent. Qui connaît la SFETD? Pas plus que ça. Qui est adhérent à la SFETD? Ok. Alors c'est bon. Alors, venez à l'AFSOS, il y en a autant qu'à la SFETD, vous ferez plein de choses bien. Alors, je voulais... Enlever ton masque. Parce que ça... faut enlever mon masque. Mais c'est encore mieux. On respire. Alors, sur cette première diapo, après j'ai passé en fait les autres très rapidement pour garder le quart d'heure et qu'on puisse échanger autour des questions. Sur cette première diapo, on a parlé d'allodynie, on a parlé des neuropathies. En fait, on entend souvent neuropathie périphérique. Mais la douleur neurologique liée au cancer ou dans le contexte du cancer, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a les toxicités qui sont centrales et les toxicités qui sont périphériques. Effectivement, je vais plus m'arrêter sur le périphérique, mais le central est extrêmement important, puisque le central, c'est ce qu'on appelle vulgairement le chémobrain, le chémofog, le tout ce qu'on veut, ce sont les troubles cognitifs, qui font que là aussi, les patients et les patientes, notamment jeunes, qui ont un cancer du sein et qui vont subir des traitements comme la doxorubicine ou les taxanes, vont avoir ces problématiques qui font qu'elles ne vont plus pouvoir aider leurs enfants à faire leurs devoirs, qu'elles ne vont plus pouvoir reprendre leur activité professionnelle puisqu'elles vont oublier, qu'elles ne vont plus être attentives, et que là aussi leur reprise dans un contexte sociétal va être compliquée. Et puis on a évidemment le périphérique. Les troubles cognitifs, c'est 15 à 50% des patients. En fait, on n'a aucune idée de l'épidémiologie réelle. Les troubles cognitifs, une étude qui avait été faite sur les enfants traités pour un cancer, avec 3 bras, un premier bras, une cohorte aux États-Unis où on évaluait, salut, ça va, il y a des soucis particuliers, non pas vraiment. En fait, il y avait un retour sur les troubles mnésiques et les troubles cognitifs pour 10% des enfants devenus adultes. Deuxième cohorte, salut, ça va, on fait un examen clinique, on interroge un petit peu plus, on trouve à ce moment-là une proportion un petit peu plus importante. Troisième cohorte,
Salut, ça va? Oui, je t'examine. Oui, je fais des examens avec une évaluation plus poussée des troubles cognitifs. 90% des adultes, enfin des devenus adultes qui avaient eu un cancer pédiatrique souffraient de troubles cognitifs. C'est extrêmement important si on va les chercher. Pour les neuropathies périphériques, c'est à peu près la même chose. Si on ne pose pas la question au patient, le patient ne va pas dire qu'il n'arrive plus à toucher, qu'il n'arrive plus à signer le chèque à la fin de la consultation, ce qui pose un vrai problème. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y intéresse vraiment. Et donc l'épidémiologie, en fait, est certainement très méconnue, puisqu'on va s'intéresser, comme très souvent en cancérologie, aux toxicités quand elles sont de grade 3-4. Donc des toxicités sévères qui ont un véritable impact sur les qualités de vie de nos patients. Pour autant, eh bien, il faudrait qu'on soit vigilant, parce que c'est dès qu'on a un grade 1 qu'il nous faut intervenir, voire même avant dans la prévention, mais en tout cas, dès qu'il y a un grade 1, intervenir de façon à pouvoir adapter nos traitements. Alors, bon, je vais passer très rapidement, puisque comme vous allez adhérer à l'AFSOS à la fin du topo, www.afsos.org, pas compliqué, vous allez pouvoir avoir accès à ces référentiels très facilement, qui sont bien mieux que ceux de la SFETD, beaucoup plus didactiques. Donc d'abord les étiologies. Donc Frédéric, tu en as parlé tout à l'heure, on a parlé des chimiothérapies, on a parlé de la chirurgie, effectivement, tu as parlé du cancer lui-même. Toutes les thérapeutiques donnent des neuropathies. Les thérapies ciblées également, ça a été décrit avec le cetuximab par exemple. L'immunothérapie également, c'est encore plus rare, mais ça arrive. Tous nos patients peuvent être sujets à ces problématiques, et ça va dépendre de beaucoup de choses, de l'âge du patient, de son contexte physique, psychologique, social également, peut-être spirituel, mais ça va dépendre aussi de ses comorbidités. Un patient qui est comorbide, tu l'as dit tout à l'heure, le VIH, le diabète par exemple, ce sont des facteurs qui risquent de dégrader beaucoup les problèmes de neuropathie. Alors, en termes d'atteinte, donc, ça fait l'objet d'une question, c'est pour ça que j'insistais pour la mettre. Mais on a donc 3 grands schémas. Les schémas de neuropathie liés au cancer lui-même, les schémas des neuropathies qui sont liés au traitement, et puis les neuropathies qui vont être liées à l'accompagnement du cancer. Donc le zonat, tu en as parlé, puis toutes les autres comorbidités. Et n'oubliez pas que la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie peuvent entraîner des neuropathies. Bon, là, j'ai passé très vite. Vous voyez, c'est pour vous dire que tout est sous forme d'arbre décisionnel. Donc, c'est très facile à mémoriser, c'est très facile à appliquer. Les étudiants peuvent l'avoir sur leur smartphone et quand on est en visite, ils regardent le truc. Qu'est-ce qu'il y a comme étiologie de la douleur neuropathique périphérique dans le cadre du cancer? Toc, 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 toc. Ok, super. À l'internat, c'est fantastique. On a pareil, neuropathie iatrogène liée au cancer, avec les chimio-induites, post-thérapie ciblée, etc. Quelles sont les molécules? Toutes. Donc, il y a celle-ci qui reprend plus les chimiothérapies, un petit peu de thérapie ciblée que vous pouvez retrouver dans une revue qui a été publiée en 2016. Vous avez ensuite les fréquences dont on a parlé. Je me dépêche un peu parce qu'en fait, passer le référentiel ne présente pas un grand intérêt, c'est vous faire un truc très didactique, et je vais aller rapidement vers des petites subtilités. On a parlé du cisplatine. Le cisplatine pose un vrai problème. On n'en a pas encore parlé, mais j'en parle maintenant. Le cisplatine pose un vrai problème parce qu'il entraîne des troubles sensitifs, sensoriels, mais également moteurs. Et il arrive, je me souviens de patients qui sont arrivés en fauteuil roulant dans leur suivi après cancer à cause du cisplatine, parce qu'on n'avait pas détecté suffisamment ce qui se passait pendant. Mais en fait, le cisplat est beaucoup plus sournois parce que souvent la toxicité arrive après le traitement. Et donc on a du mal à pouvoir anticiper les choses. Donc extrême vigilance, et ça on est dans les mesures de prévention, c'est connaître le patient qu'on a en face de soi, en sachant quelles sont ses comorbidités, quels sont ses facteurs de risque, et ça c'est l'avenir, et à ma connaissance aujourd'hui ça n'existe pas encore, quels sont les facteurs prédictifs de survenue d'une neuropathie. Le plus fréquent, ça va être paclitaxel et oxaliplatine. Ce sont encore 2 chimiothérapies très utilisées dans les tumeurs digestives et par exemple, le cancer du côlon et dans les cancers du sein, avec donc un nombre de patients, un volume de patients extrêmement important. Il y a des différences entre les deux. Avec le paclitaxel, notamment, la neuropathie va s'améliorer assez rapidement après l'injection de la chimiothérapie. Il faut vraiment pousser pour qu'on ait une neuropathie qui persiste. Avec l'oxaliplatine, souvent, on a une neuropathie, une intolérance qui va persister en intercure et qui va s'améliorer plusieurs mois après. Donc ça, c'est un premier point qui est important. La neuropathie, alors tu parlais on parle d'allodynie, la douleur provoquée à l'oxaliplatine, ça c'est quelque chose qui est assez amusant, en tout cas très pédagogique. C'est le patient qui va mettre les mains dans le frigo ou attraper une barre en métal, immédiatement il va avoir
coup de décharge électrique. C'est extrêmement pathognomonique de l'oxaliplatine. Et puis on a le fait d'avaler du froid qui fait que le patient va là aussi avoir des décharges. Et puis un autre truc, c'est le patient qui est en cours de perfusion, et ça c'est la durée de perfusion, qui est l'un des facteurs prédictifs de survenue de ces neuropathies. La durée de perfusion, plus c'est rapide, plus le patient a présenté ces problématiques-là, et également la dilution qui en fait partie. La question, tu en as parlé tout à l'heure Frédéric, quand est-ce que je réfère à un neurologue ? Parce que je suis désolé, mais vous êtes tous des experts, vous connaissez tous les fibres delta, gamma, zebda et autres. Moi, je ne les connais pas. Je les ai apprises quand j'avais fait le douleur avec Isabelle et Stéphane Nadieu il y a très longtemps. Mais depuis, c'est largement oublié. Et finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai une équipe qui comprend et qui s'occupe de la douleur ? La réponse, évidemment, à Gustave Roussy, oui, avec Sophie Laurent, vous avez vu ce matin. La réponse dans un autre centre qui est peut-être moins doté est non. Je n'ai pas de référent douleur. Pourtant, je devrais en avoir. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je réfère à un neurologue, parce que finalement, c'est peut-être lui qui va être le plus à même de m'aider, ou est-ce que je me débrouille tout seul? C'est peut-être mieux d'aller voir quelqu'un. Donc, voir un neurologue, oui, mais dans certaines conditions, parce qu'il y a des choses malgré tout qu'on peut faire nous-mêmes, c'est quand il y a un seul côté qui est atteint, par exemple, c'est quand on a une atteinte motrice qui commence à apparaître, et quand on a les mains, par exemple, plus affectées que les pieds. Le questionnaire DN4, tu en as parlé. Cocorico, c'est un questionnaire français qui est extrêmement facile, parce qu'il est exclusivement l'interrogatoire à réaliser. Et puis, il y a d'autres que vous voyez ici, il y a d'autres scores. Bon, il y en a plein qui existent. Après, tout dépend de ce qu'on veut rechercher dans notre affaire. Bon, là, je passe extrêmement rapidement parce que je vais me faire engueuler sinon pour le temps passé. La prévention. En termes de prévention, est-ce qu'il y a des choses qui existent? La prévention, c'est d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, savoir quel est le patient que j'ai en face de moi. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque spécifiques de survenue d'une neuropathie? C'est la première prévention à avoir. La vitamine E, finalement, ça n'a rien démontré. L'administration de calcium et de magnésium, ça a été démontré avec l'oxyliplatine par Gamelin, là encore une équipe française, il y a plusieurs années. C'est utilisé maintenant en routine. Il y a eu des études pour, des études contre. Finalement, la part des choses a dit que oui, ça pouvait avoir un intérêt. Mais en dehors de ça, on n'a pas énormément de choses à proposer. Et puis après, on a les thérapeutiques. Les thérapeutiques en pharmacologie, elles sont intéressantes. Elles sont malgré tout souvent un petit peu décevantes. Elles reposent sur des anticonvulsivants, des antidépresseurs, des antiépileptiques donc. Et puis, elles reposent aussi sur les pratiques complémentaires. Et souvent, les patients vont avoir accès à des pratiques complémentaires, parfois bien orientées, souvent mal orientées, avec des personnes qui vont peut-être parfois leur faire plus de mal que de bien. On peut aller jusqu'au palier 3, je vais vous le montrer juste après sur un algorithme décisionnel. Et un mot sur la capsaïcine, qui est quand même une des avancées, en tout cas au quotidien, qui était très intéressante ces dernières années, quelque chose que certains patients estiment comme étant vraiment un bouleversement, une véritable amélioration. Alors, c'est du piment, bon, vous le connaissez mieux que moi, la capsaïcine. Commission de transparence de l'HS en 2018, non, ça ne sert à rien, pas de remboursement. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Pourtant, la capsaïcine, c'est dans tous les référentiels et recommandations, c'est dans le référentiel de la SOS. Celui de la SFETD, je ne l'ai pas regardé, mais je pense que ça y est aussi. Et c'est dans les recommandations également de l'ESMO que je vais passer hyper rapidement après, mais juste pour vous dire qu'il faut y aller. Je vais m'arrêter juste un tout petit peu sur cet arbre décisionnel de l'AFSOS. C'est peut-être celui qui est le plus intéressant. Le patient présente une douleur neuropathique, je l'ai évalué, je l'ai examiné. À ce moment-là, je vais essayer de savoir si j'ai des moyens non thérapeutiques à proposer ou des moyens thérapeutiques, en commençant par des topiques locaux. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Je vais passer à l'étape d'après. L'étape d'après, à ce moment-là, c'est là qu'on va commencer avec des thérapeutiques qui ont un impact plus important sur le quotidien, qui sont les antiépileptiques, qui sont les antidépresseurs. À partir du moment où on passe à ce traitement-là, on passe à un palier supérieur qui nécessite une véritable information du patient. Il y a 3/4 des patients, si vous ne leur expliquez pas que vous allez lui prescrire la prégabaline à cause de ces neuropathies, il va regarder le truc, à dire antiépileptique, mais docteur, vous êtes trompé, je ne suis pas épileptique. Donc, de l'information, et pour les antidépresseurs, c'est pareil, on n'est pas tout à fait aux mêmes doses. Et si vous prescrivez un antidépresseur à un patient sans l'informer, à ce moment-là, il ne prendra pas son traitement, d'où les problèmes d'observance. C'est efficace, tant mieux.
soyons vigilants aux troubles de conscience, à la somnolence. C'est inefficace. À ce moment-là, on passe au palier supérieur. Il faut vraiment avoir accès à un centre antidouleur, à un CETD, un centre d'évaluation et de traitement de la douleur, de façon à pouvoir mieux accompagner notre patient. C'est la dernière diapo. La rééducation fonctionnelle, c'est certainement ce à quoi il faut réfléchir. En fait, ce sont toutes ces pratiques intégratives qu'on doit avoir aujourd'hui à portée de main. Il y a les grands docteurs, les grandes infirmières et les grands praticiens qui sont autour du patient avec leur science. Et puis dans les soins de support, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir plein d'autres grandes personnes, comme les kinés, comme les rééducateurs, comme les diètes, comme plein de monde qui nous accompagnent, de façon à ce qu'on se mette tous ensemble autour du patient pour évaluer encore une fois la personne qu'on a en face de nous et tenter de lui faire des propositions pas juste thérapeutiques, pas juste papouillothérapeutiques, mais un ensemble qui fasse que le patient soit amélioré. Et je m'arrêterai là pour une histoire de chasse, un patient qui était prof de musique et musicien évidemment, qui a un cancer de l'estomac particulier qui fait qu'il reçoit de l'oxaliplatine. Ce patient arrête le piano, arrête de donner ses cours parce qu'il ne peut plus mettre les mains sur le clavier. À ce moment-là, il fait un syndrome dépressif et il arrive en consultation dans un contexte extrêmement compliqué de malade qui est en perte d'autonomie, en isolement social parce qu'il ne peut plus rien faire. Ce patient va recevoir différentes thérapeutiques, des anticonvulsivants effectivement, un antidépresseur, qui le shoot un petit peu, ça l'améliore un petit peu, mais pas complètement. On va aller plus loin avec d'autres accompagnements, un accompagnement par de l'auriculothérapie, un accompagnement par de la réflexologie plantaire, un accompagnement par de la psychothérapie, et tout cet ensemble va faire que le patient, à un moment donné, va garder en fait sa perte de sensibilité, sa gêne, mais va recommencer le piano, parce qu'il se rend compte que ça ne va pas passer comme ça, mais s'il n'avance pas, il n'y arrivera pas. Et le fait qu'il ait toute une équipe qui soit avec lui, qui soit là pour l'accompagner, va faire que ce patient va reprendre place dans la société, va reprendre sa place dans la vie, va revoir des copains et des copines, va recommencer à jouer au piano, va reprendre ses enseignements, parce que finalement, ce que lui demande un élève, ce n'est pas qu'il joue, c'est qu'il lui montre comment jouer. Et ça, c'est ce qu'on réussit à faire quand on fait du soin de support. Et c'est grâce à vous qu'on arrive à le faire. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre aide au quotidien et de vous intéresser aux souffrances de nos patients. Merci beaucoup.